Je disais que j'étais très content d'être parmi vous et pour vous parler de communication hétérospécifique chez les oiseaux, donc de communication entre espèces différentes dans le cadre de la prédation. Et le challenge, c'est de dire que j'avais 30 minutes pour vous présenter une histoire, et une histoire que j'ai tirée des travaux de thèse de Mylène Dutour, de Ambre Salis et de Prune Gaizo, qui vient de commencer sur le sujet avec moi en septembre dernier. Donc on a 3 ans encore pour explorer ce sujet. Lorsqu'on parle de prédation, vous avez tous cette image en tête, j'imagine. La prédation, c'est un des moteurs de la sélection naturelle, donc c'est super important. Vous connaissez tous l'histoire des phalènes qui ont changé de couleur avec l'industrialisation et la pollution. Mais cette prédation, elle est aussi présente dans toutes les chaînes alimentaires. Dès qu'on arrive au sommet de la chaîne et qu'on a enlevé les producteurs primaires et les consommateurs primaires, eh bien, on a affaire à de la prédation. Dans le cadre de mes recherches, j'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille sur les stratégies anti-prédateurs qui ont été mis en place. Une collaboration avec des collègues du CEF sur les ongulés et voir comment est-ce qu'ils adaptent leur stratégie anti-prédateurs face à des poursuiteurs comme le loup ou comme la hyène, ou face à des affûteurs comme les lions ou comme les lynx en France. Je travaille aussi, ou j'ai travaillé sur les colorations aposématiques sur la salamandre tachetée, où on montre que les patterns de déplacement des animaux dépendent de la façon dont les taches jaunes sont inscrites sur le dos. J'ai aussi travaillé sur les sifflements de marmotte, quelque chose qui est un peu plus commun. Et puis, je dirige une thèse sur les sifflements de serpents, où on a enregistré 65 espèces de serpents et où on travaille sur ces sifflements. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu plus extraordinaire, que la plupart d'entre vous ont déjà vu, en tous les cas si vous êtes ornitho, c'est le fait que dans certaines situations, les proies potentielles se retournent contre le prédateur et harcèlent le prédateur. C'est le cas de ce courlis ici, mais ceux qui connaissent la chouette chevêchette savent que c'est une chouette qui induit immédiatement un comportement très spécifique des passereaux autour d'elle, qui se coalisent contre elle pour la harceler et la faire déguerpir. Et donc dans ce cadre-là, on s'est demandé si les oiseaux harcelaient seulement les prédateurs dangereux. Et avec ces deux espèces de chouettes qui sont toutes les deux assez bien représentées dans le département de l'Ain, donc au nord de Lyon, dans les derniers chaînons du Jura vers le sud, la montagne du Bugey, et avec une chouette chevêchette qui mange énormément de passereaux pendant l'hiver, et une chouette de Tegmalm qui ne touche presque jamais aux passereaux et qui, elle, est vraiment spécialisée sur les rongeurs. Et donc, pour répondre à cette question, donc ça, c'est le travail qu'on a fait donc un peu plus au nord-est de Nantua, dans le département de l'Ain. On va émettre des chants de Tegmalm, des chants de chevêchette et les cris de harcèlement, qui sont ces fameux cris que poussent les animaux lors du comportement qu'on appelle en anglais mobbing. C'est un terme qu'on reprend aussi en français pour éviter le mot harcèlement, mais donc j'emploie souvent un peu les deux, donc c'est la même chose. Et le protocole était le suivant. On faisait d'abord un point d'écoute de 20 minutes pour savoir quels étaient les oiseaux qui étaient présents dans la zone où on allait faire le test. Suite à ça, on avait une période pré-test de 5 minutes où on observait tout ce qui se passait autour du haut-parleur pour être sûr qu'il n'y ait pas des oiseaux qui soient déjà là, cachés, et qui nous leurrent lorsqu'on allait regarder après leur comportement. On émet ce chant de Tegmalm, de chevêchette ou de harcèlement pendant 3 minutes, pendant lesquelles on observe les oiseaux qui arrivent vers le haut-parleur, et on les observe 5 minutes après la fin de la bande-son. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que le chant de Tegmalm induit aucune réponse de harcèlement, et que le chant de chevêchette, comme les cris de harcèlement, provoquent une forte réponse des passereaux. Et ça nous a donc incité à publier ce travail dans Animal Behavior en disant que la stratégie de harcèlement, elle se mettait en place en fonction de la dangerosité du prédateur. Et puis, en regardant un petit peu mieux les résultats, on regarde quels sont les passereaux qui étaient présents avant le test et quels sont ceux qui sont venus lors du test. Et on s'aperçoit que les oiseaux qui viennent, ce sont les oiseaux qui appartiennent au régime alimentaire de la chevêchette. Et que là-dedans, il y a aussi quelques petits tricheurs qui entendent très bien la chevêchette. On sait qu'ils sont là, mais qui ne viennent jamais voir, alors qu'ils sont pourtant au régime alimentaire, mais ils laissent les autres faire le boulot.
Et donc, face à cette petite chouette, en fait, tout se passe de cette façon-là. Lorsqu'une chouette est détectée, souvent lorsqu'elle chante, il y a un oiseau, ici une mésange noire, qui la détecte, qui arrive, qui s'approche, qui crie, qui est entendu par d'autres mésanges de sa propre espèce, donc de la communication conspécifique au sein de la même espèce. Ces mésanges, à leur tour, s'approchent de la chevêchette pour la harceler, mais dans le même temps, il y a d'autres espèces de passereaux, la mésange huppée, le roitelet, qui vont eux-mêmes entendre ces signaux, et là, on est bien dans le cadre de la communication hétérospécifique, de la communication entre espèces différentes qui se coalisent pour chasser le prédateur. Si ça fonctionne, on va avoir une bande-son, vous allez entendre 2 appels de chevêchette, et derrière, toute une masse d'oiseaux qui arrivent, qu'on entend, et qui sont en train de se rapprocher du haut-parleur, parce que ce n'était pas une vraie chevêchette, c'était mon haut-parleur. Si ça marche. C'est un peu faible, mais c'était pour donner une idée. On a eu jusqu'à un peu plus d'une vingtaine d'oiseaux autour de notre haut-parleur, ou autour des chouettes, parce qu'on a aussi observé autour des chouettes, et parfois 10, 11, 12 espèces différentes qui étaient là. Donc vous avez compris comment va fonctionner le reste de cet exposé. On peut émettre des sons par haut-parleur, et on va regarder la réponse de mobbing, donc la réponse de harcèlement, qui se matérialise de la façon suivante. Souvent un scan de la tête, donc les oiseaux cherchent à droite et à gauche où est la source de danger, s'approchent, donc s'envolent et s'approchent du haut-parleur, et puis ils se mettent à crier pour rameuter les collègues. Et c'est l'ensemble de ces comportements qui correspond à la réponse de harcèlement, donc au mobbing en anglais. Et ces cris de harcèlement, ils sont bien particuliers, on les retrouve dans plein de groupes. On les retrouve beaucoup chez les mammifères, en particulier les suricates, là, quand ils ont un serpent qui arrive sur leur territoire. C'est très présent chez les oiseaux, c'est présent aussi chez certaines espèces de chauves-souris, même chez des poissons. Et ces cris de harcèlement, ils sont bien différents du cri de fuite, de ce qu'on appelle communément le cri d'alarme, ou que les ornithos appellent parfois le seed call, qui est un cri qui provoque en général la fuite des oiseaux. Et lorsque vous émettez ces seed calls, donc ces cris de fuite, l'objectif numéro 1, c'est de ne pas être repéré par le prédateur, de ne pas être localisé. C'est exactement l'inverse de la stratégie des cris de harcèlement, où vous devez être super localisé pour dire à tout le monde, c'est ici que ça se passe, il faut venir aider ici. Et donc, cette nécessité d'être localisé va induire des structures particulières dans le signal pour permettre cette localisation de l'émetteur. Je vous ai montré tout à l'heure des photos de prédation, mais en fait, la prédation, ce n'est pas juste une mortalité, donc un tri des espèces, par exemple, ou un tri des animaux les plus malades ou qui ont une mutation qui les rend plus faciles à détecter, etc. On sait aussi que la prédation, elle a des effets qui ne passent pas par la consommation des proies, ce qu'on appelle le paysage de la peur. Donc le fait que les oiseaux, mais pas que les oiseaux, se sentent dans une atmosphère où il y a beaucoup de prédation et où potentiellement ils sont dans un site qui est dangereux pour eux. Et le fait de se sentir dans un site dangereux les incite potentiellement, régulièrement, à changer leur comportement, à changer leur stratégie, par exemple d'alimentation. Et on a voulu savoir si ce paysage de la peur il pouvait jouer un rôle dans l'expression du comportement de harcèlement. Donc c'est une expérience qu'on a fait l'année passée. On a pris 2 grands massifs forestiers qui sont distants de 20 km. Ces massifs, on les a divisés en 2 zones. Une zone verte où tout va bien, on va émettre des cris de pique et pêchette. Et puis une zone rouge où on va faire croire aux oiseaux que c'est une zone dangereuse en émettant un cri d'épervier et des cris de détresse de mésanges bleus. Donc vous voyez que l'impact qu'on espère avoir, c'est un impact très bref, 3 minutes par jour seulement. Et je crois même que c'est 3 séquences de 40 secondes exactement. Ça dure 15 jours. On alterne les choses. Si on était dans la zone verte le matin et la zone rouge l'après-midi, le lendemain, on fait l'inverse pour qu'il n'y ait pas d'habituation. On a 12 haut-parleurs dans chacune des zones et ces haut-parleurs changent de place jour après jour pour pareil, éviter l'habituation des oiseaux. Et ça passait au mois de mars, mi-mars. Et donc, à l'issue de ces 15 jours, on va prospecter la zone à la recherche de mésanges bleus ou de mésanges charbonnières, qui sont les 2 espèces les plus communes, et on va leur diffuser à chaque fois un mobbing call de mésanges bleus.
Donc, lorsqu'on teste une mésange bleue avec un mobbing call de mésange bleue, on va avoir de la réponse conspécifique. Et lorsqu'on teste une mésange charbonnière avec un mobbing call de mésange bleue, on aura de la communication interespèce, donc hétérospécifique. Et on va rajouter le pinson des arbres qui sera notre témoin. Donc pour faire ça, c'est des bandes son d'1 minute et on observe encore 30 secondes à la fin de la minute écoulée. On a réalisé 120 tests. Tout ça se passe avec des télémètres parce que lorsqu'on veut mesurer l'approche des oiseaux, il faut bien savoir où ils étaient au début, à quelle distance du haut-parleur et à quelle distance ils sont à la fin de l'expérience. Bien sûr, on observe aux jumelles, on a un dictaphone, puisqu'on dicte les observations, parce qu'on n'a pas le temps de tout écrire. On a en général 2 personnes qui font le test, dont une qui a un casque avec de la musique. Tout ça pour qu'on puisse avoir une description du comportement complètement en aveugle du test qui est fait. Parce qu'on a commencé en disant, ben, il y en a une qui met play et l'autre qui observe, mais du coup, comme ce n'est pas que le morceau qui a été joué, ce qu'elle va décrire, on va dire, il n'y a pas de biais. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que lorsqu'on décrit quelque chose, on entend aussi la bande-son. Et si on a fabriqué la bande-son, on sait reconnaître qu'est-ce que c'est exactement comme bande-son. Donc, pour éviter ce problème-là, la personne qui décrit le comportement de l'oiseau qu'on teste a un casque avec de la musique classique sur les oreilles. Et donc, elle ne sait pas du tout quelle est la bande qui a été émise. Et on a donc différentes variables comportementales, essentiellement les mouvements de tête, l'approche, les cris. Et on a rajouté pour certaines expériences les mouvements de queue et l'ouverture des ailes qui font partie de cette séquence de mobbing. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Tout d'abord, dans le paysage de la peur à gauche et dans la zone témoin où on émettait le piquet-pêchette à droite. Et vous voyez que lorsqu'on sollicite nos mésanges avec un champ de pinson, il y a un score de mobbing à peu près égal à 0. C'est-à-dire qu'effectivement, un champ de pinson, ce qui est logique, n'induit pas de mobbing. Par contre, lorsqu'on les sollicite avec un mobbing call de mésange bleu, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une réponse bien plus forte par rapport au pinson. Et on s'aperçoit surtout qu'il y a un écart statistique entre la réponse qu'on voit dans la zone paysage de la peur par rapport à la zone témoin. Ce qui veut dire que le paysage de la peur, c'est-à-dire, je le répète, le risque de prédation, va inciter les oiseaux à répondre plus intensément lorsqu'ils sont sollicités par des cris de mobbing de leur espèce ou d'une autre espèce, puisqu'on n'a pas de différence pour la mésange bleue ou la mésange charbonnière. Donc cette simple sensation de vivre dans un endroit dangereux les incite à collaborer davantage. On s'est posé la question, et ça a été l'objet de beaucoup de nos travaux, sur cette réponse interspécifique aux cris de harcèlement. Et une des premières expériences qu'on a fait, essayait de montrer si c'était lié à la phylogénie, le fait d'appartenir à la même famille ou au même groupe, ou s'il pouvait y avoir une convergence évolutive liée à la structure des signaux. C'est-à-dire que tous ces signaux ont pour fonction principale de donner un point de rendez-vous pour venir harceler. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que pour avoir ce point de rendez-vous, il y avait des contraintes psychoacoustiques qui designaient la forme des signaux. Et on s'est dit peut-être que finalement, tous ces signaux sont très proches et c'est pour ça qu'il y a cette communication hétérospécifique. Et donc on a fait cette expérience en utilisant 4 espèces européennes que vous reconnaissez, la mésange noire, la mésange bleue, le pinson et la mésange charbonnière. Pour chacune de ces 4 espèces, on les a testées avec du mobbing call de leur propre espèce, où là on a une réponse qui est la plus forte possible. Et puis on les a aussi testées avec du mobbing call de 3 espèces américaines. En bas la mésange bicolore, au milieu la mésange à tête noire, et puis en haut le troglodyte de Caroline. Et on s'est dit, on a fait 276 tests comportementaux, et on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ces oiseaux vont répondre à des oiseaux américains qu'ils n'ont jamais entendus? Donc d'abord, on n'a pas d'effet nouveauté, ça je n'en parlerai pas, mais on l'a testé et ça ne vient pas de la nouveauté, le fait que les oiseaux répondent ou pas. On voit sur cette réponse du pinson, alors c'est un petit peu compliqué, je vous demande de suivre là sur les 4 diapos qui viennent. Le point noir, c'est la réponse de chacune de ces espèces d'oiseaux là. Donc là, c'est la réponse du pinson au pinson, vous voyez qu'elle est assez élevée, mais vous voyez que ce pinson, il répond très peu. En rouge, c'est le troglodyte de Caroline, le triangle bleu, c'est la mésange à tête noire, et le carré vert, c'est la mésange bicolore. Et on voit bien ici que ce pinson, il répond très bien lorsqu'il est sollicité par un mobbing de pinson, mais très peu lorsqu'il est sollicité par des signaux de mésange ou de troglodyte. Donc on dit,
ça peut venir de la phylogénie, parce qu'en fait, il répond très peu dès que c'est des espèces qui sont loin d'un point de vue phylogénétique. Et on voit aussi que nos mésanges, la charbonnière, la bleue et la noire, répondent plutôt bien aux espèces de mésanges américaines. On se dit, ben, ça matche aussi avec un lien lié à la phylogénie. Et puis, quand on rajoute les espèces, la réponse aux troglodytes de Caroline en rouge, eh bien, on s'aperçoit que finalement, nos mésanges répondent aussi très bien aux troglodytes de Caroline, alors que ce n'est pas la même famille. Donc on se dit, bon, l'inertie phylogénétique, ça peut être une partie de l'explication, mais clairement, ce n'est pas toute l'explication. Concernant la convergence évolutive, on a donc décrit nos signaux, et on va regarder, on les a décrits avec toutes les fréquences, fréquence min, fréquence max, fréquence principale, la durée des signaux, les modulations de fréquence, etc. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que lorsque c'est les signaux qui sont les plus ressemblants, qu'on a le plus de réponses, et vice-versa. Dans le cas du pinson, vous voyez ici en noir, ce sera le même principe que tout à l'heure, comment sont distribués les champs de pinson sur cet ACP, et on voit bien que les champs de pinson sont très différents des champs de la mésange noire, de la mésange bicolore et du troglodyte de Caroline. Donc là, on se dit, il n'y a pas de convergence, les signaux ne se ressemblent pas du tout entre eux, et il se trouve que le pinson ne répond pas du tout aux autres. Donc, ça marche bien. On se dit, ben là, c'est plutôt pas mal. On regarde la mésange charbonnière, c'est exactement l'inverse du pinson. Les signaux de mésange charbonnière sont bien recouvrants avec les signaux des espèces américaines. Donc la convergence, elle est forte, la ressemblance des champs, elle est forte, et la mésange charbonnière répond bien. Donc ça a l'air de marcher aussi. Voyons le cas de la mésange noire. Elle, ses signaux sont très différents des oiseaux américains, et pourtant elle a une réponse qui est plutôt bonne. Elle est ici. Elle répond très bien à l'espèce verte et à la mésange bicolore, assez bien au troglodyte de Caroline, et c'est vrai un petit peu moins bien pour la mésange à tête noire. Donc là, la réponse, elle est moyenne, alors que les champs sont très divergents. On se dit, bon, c'est pas si top que ça. Et puis voilà le cas de la mésange bleue. Elle est, donc c'est toujours, là ce sera les carrés noirs pour la mésange bleue. Vous voyez que les champs de mésange bleue ressemblent beaucoup au triangle bleu, c'est-à-dire à la mésange à tête noire, et pourtant, c'est là où elle répond le moins bien. Donc là, on a de nouveau un cas où on a une très bonne réponse pour les espèces rouges et vertes, donc le troglodyte et la mésange bicolore, alors que la ressemblance, elle est avec l'autre espèce. Donc au final, on voit bien qu'il y a des cas où cette convergence évolutive, ça marche bien, et puis des cas où ça ne marche pas du tout. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et lorsqu'on a commencé à regarder, on s'est dit que ces mobbing calls, là je vous présente un mobbing call de mésange charbonnière, ils sont structurés d'une certaine façon. On a ces notes qu'on appelle FME, Frequency Modulated Element, qui sont des notes avec un son pur, les notes rouges, qui sont suivies de notes avec une large gamme de fréquences. Et ces larges gammes de fréquences, c'est ça qui permet la localisation de l'émetteur. Si ça marche, on va écouter ce mobbing call. C'est assez faible, je ne suis pas sûr que tout le monde l'a entendu. Et si vous regardez bien, pour les autres espèces, on se retrouve dans le même cas de figure. Deux notes avec des sons presque purs, les notes rouges, les notes FME, suivies d'une succession de notes D. Que ce soit pour la bleue, pour la noire, pour la mésange à tête noire, pour le troglodyte ou pour la mésange bicolore. On devrait pouvoir les entendre successivement, ces quatre espèces, dans l'ordre que je viens de vous donner. Le troglodyte et la mésange bicolore. Alors je vous dis, vous voyez bien que ça ressemble bien, même si on a des cas comme le pinson qui n'obéissent pas à cette règle, puisque le pinson, dans ses mobbing calls, c'est que des notes rouges, c'est que des notes FME, et il n'a jamais de 10 notes, de notes jaunes, et c'est le fameux ping-ping-ping des pinsons, simplement pour solliciter les mobbings des autres espèces environnantes. Il accélère le rythme d'émission de ces pings, et c'est ça qui provoque le mobbing call. Ce qu'on s'est dit après, c'est de dire, finalement, il y a deux types de notes, ok. Est-ce que ces notes, elles sont toutes les deux indispensables pour induire une réponse de mobbing? Et donc, on a fait des expériences avec la mésange charbonnière et les mobbing calls de mésange à tête noire. Donc, vous reconnaissez le mobbing call de charbonnière, parce que je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, et puis le mobbing call de tête noire. On ne va pas les réécouter parce qu'on vient de le faire.
Et on a sollicité nos mésanges charbonnières avec seulement des éléments FME, ou on les a sollicités seulement avec des éléments, les notes jaunes, les 10 notes, ou avec les notes FME plus les notes jaunes, plus les 10 notes. On a fait pareil avec la mésange à tête noire. On sollicite aussi des charbonnières avec seulement les notes FME, seulement les notes D ou les deux associés. Et on a fait 120 tests pour répondre à cette question. Voilà les résultats qu'on obtient. On regarde un score de mobbing, donc l'intensité de la réponse de mobbing, c'est-à-dire les trois comportements. Je tourne la tête, donc je suis en alerte, je m'envole, je m'approche et je crie. Vous voyez que lorsqu'on émet un bruit blanc, qui était notre témoin, il y a 0 réponse, tout va bien. Maintenant, on va comparer par rapport à ça. Lorsqu'on émet que les notes FME de la charbonnière, nos charbonnières, elles répondent presque pas. Lorsqu'on émet que les notes D, les notes jaunes, elles répondent presque pas. Par contre, lorsqu'on associe les notes rouges et les notes jaunes, eh bien là, on a une réponse qui est forte, ce qui veut dire que c'est l'association des notes FME et des notes D qui est nécessaire à l'expression du comportement de mobbing. Et puis, on a regardé les choses un peu plus finement. Je vous montre ici l'exemple des notes D et de l'approche des oiseaux. Et vous voyez que cette approche des oiseaux, elle devient très forte ici. Dès qu'on a émis des notes D, elle est bien supérieure à tout ce qu'il y avait avant. Et elle est en maximum ici lorsqu'on a FME et D. Et donc, c'est les notes D qui permettent la localisation de la source sonore et donc de l'approche des oiseaux. Et les notes FME, je ne le montre pas ici, c'est des notes qui correspondent à l'alerte des oiseaux. Et au final, on a fait les mêmes expériences avec la mésange américaine, la mésange à tête noire, et on voit que ça correspond tout à fait au résultat qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la même association d'éléments qui est utilisée par la mésange charbonnière pour décoder un mobbing call de mésange américaine. C'est FME puis D, et en fait, il faut avoir ces deux éléments pour coder un nouveau message, c'est le mobbing. Et là, on s'approche d'une syntaxe compositionnelle qu'on croyait propre au langage humain et à quelques espèces de singes, puisque ce n'est pas l'association de deux messages, c'est le message de la note F, le message de la note D, et c'est l'association des deux qui crée une nouvelle information. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du pinson, mais on a une autre espèce qui nous a posé quelques problèmes, c'est la mésange noire, puisque pour cette mésange noire, les notes F, les notes rouges, là, se baladent un peu n'importe où. Et donc, on se dit, finalement, comme elles ne sont pas devant, les mésanges charbonnières risquent de devoir apprendre ce signal-là parce qu'elles ne vont pas le comprendre naturellement. Et donc, pour tester, alors on va pouvoir écouter les 4 premières notes de mésange noire. Voilà. Et pour tester cette question, on a la chance dans le département de l'Inde d'avoir un département qui est assez contrasté pour les mésanges noires. Les mésanges noires sont tout à fait à l'est sur la partie montagneuse du département, celle où il nous reste encore quelques grands tétras. Et c'est la partie sud du Jura. Et puis la partie ouest, la partie dombiste, il n'y a quasiment jamais de mésanges noires. Et donc on s'est dit, on va tester sur cette partie-là. Et sur cette partie où les oiseaux ne se connaissent pas puisqu'ils vivent en allopatrie, vous voyez que lorsqu'on teste une mésange charbonnière en bleu avec du mobbing call de charbonnière, elle répond très bien, c'est classique. Mais lorsqu'on lui propose du mobbing call de mésange noire, on a vraiment une baisse dans la réponse de mobbing call, simplement parce qu'elle n'a jamais eu en contact avec cette mésange noire, et comme la structure des chants est un peu bizarre, elle n'arrive pas à la reconnaître. Alors que vous me voyez venir, dans la partie est du département, la réponse à la mésange noire est aussi forte que la réponse de la charbonnière à des mobbings de charbonnière, parce que là, elle a appris à reconnaître ce signal. Même si les notes F se baladent au milieu des notes D, elle a appris à le reconnaître. Simplement, on s'est dit, bon, ok, ça ne marche pas, mais qu'est-ce qui se passe si, par ordinateur, je déplace ces notes F et je les mets devant les notes D? Vous avez déjà le résultat de ce qui se passe dans cette zone allopatrique avec le signal vert, là où les notes F se baladaient n'importe où. Et voilà ce qui se passe pour le signal de droite. Eh bien, on retrouve la même réponse que pour les charbonnières conspécifiques, c'est-à-dire que l'ordre des éléments est vraiment important pour la communication hétérospécifique. Il suffit que je remette ces notes F avant les notes D, et même si l'oiseau est dans une zone où il n'y a pas de mésange noire, elle ne la connaît pas, c'est suffisant pour que ça marche. On arrive vers la fin, on s'est dit, ok, on a un système de décodage qui est basé sur FME et D. Est-ce que finalement,
si on a bien compris le système, ça pourrait être une base pour la communication interspécifique. Autrement dit, on a poussé le bouchon beaucoup plus loin, on s'est dit, si on a bien compris, on peut inventer des signaux artificiels par synthèse numérique sur ordinateur, des signaux qui ressemblent absolument à rien, mais qui respectent un certain nombre de règles et qui vont provoquer le mobbing. Donc on part toujours de ce signal de Charbonnière, et les notes F, on va les définir de la façon suivante, c'est un son pur, avec un pic de fréquence, on prend la durée de note F sur des centaines de mobbing calls de Charbonnière, on regarde la modulation de fréquence, toutes les possibilités, pareil, sur des centaines de mobbing calls, et puis par ordinateur, on va tirer de manière aléatoire des chiffres, et on va générer des notes F complètement artificielles, qui vont ressembler à ça, ou à ça, ou à ça, ou à ça. Ça ne ressemble pas du tout aux notes F d'origine, on est bien d'accord? C'est fait de manière aléatoire, à random. Et puis on fait pareil pour les notes D. Les notes D, ça ressemble beaucoup à du bruit blanc, donc à un truc que ça fait pshhh, voilà. Et on va mesurer ce bruit blanc sur des centaines de mobbing calls pour avoir la largeur de la bande, les plus petites bandes, les plus longues, la longueur des notes D, le nombre de notes D, et on va fabriquer des notes D artificielles dans du bruit blanc qui vont pouvoir ressembler à ça, à ça, à ça ou à ça. Là encore, si vous regardez par rapport à l'original, franchement, on n'y est pas. Hein. Et maintenant, on va fabriquer 30 bandes différentes avec le même nombre de mobbing calls, le même nombre de notes. On a fait 180 tests en tout. Et on va avoir deux types de bandes. On va avoir des bandes de type FME puis D, donc toujours les notes rouges avant les notes jaunes, quelle que soit la gueule des notes rouges ou la gueule des notes jaunes. Et puis on va fabriquer toute une autre série de bandes, 30 bandes également, où les notes FME sont mises un peu n'importe où, distribuées de manière aléatoire dans le signal, pas tout à fait aléatoire, jamais en première position. Voilà. Mais après, elles peuvent être séparées les unes des autres, elles peuvent être en dernière place, à l'avant-dernière, en plein milieu, etc. Et maintenant, on va aller tester nos charbonnières. Donc, vous voyez les choses venir. Une mésange charbonnière répond très bien à du signal conspécifique de charbonnière. On va l'écouter parce que vous allez voir la transition par rapport aux autres notes. Ok, ça c'est le mobbing call de charbonnière. On a une bonne réponse au témoin. Dès lors qu'on a des notes non FMED, où les notes FME sont mises un peu n'importe où, on a un effondrement de la réponse. Vous allez voir la tête des signaux, il faut écouter un peu parce qu'il y a quand même un peu de ventilation, donc je ne sais pas si vous allez tous l'entendre. Là, il n'y a plus personne qui répond. Ça ressemble effectivement à peu près rien, on est d'accord? Simplement, lorsqu'on teste les bandes qui sont FME puis D, eh ben, on a une restauration complète de la réponse qui est aussi bonne qu'avec des mobbing calls conspécifiques. Vous allez l'écouter, ça ressemble aussi à pas grand-chose quand même. Voilà. Eh bien ça provoque le mobbing call de manière aussi efficace que du mobbing call de charbonnière. Et on a fait la même expérience avec les mésanges bleus, on a les mêmes résultats. Ça a une implication majeure, c'est que depuis que je suis tout petit, on m'apprend en bioacoustique que quand on décrit un signal, on décrit le contenu fréquentiel des notes. Et ici, ce que je vous montre, c'est que pour des communications en mobbing call, c'est tranquille, pour les modifications mobbing call, ce n'est pas le contenu fréquentiel des notes qui compte, c'est juste une alternance de notes de certains types, quel que soit leur contenu fréquentiel. Donc, j'arrive à la fin de cet exposé. Je voulais encore remercier le travail de Mylène, Ambre et Prune qui travaillent sur cette thématique depuis 2016. Donc, j'ai tiré plein de petites histoires de tout ce qu'elles ont fait pour vous raconter cette histoire aujourd'hui. Et puis donc, s'il y a un message à retenir, c'est que le harcèlement, c'est une stratégie de communication interspécifique pour lutter contre les prédateurs. C'est un signal qui est complexe, qui fait probablement intervenir des mécanismes de convergence évolutive et aussi une composante phylogénétique, mais on a aussi l'utilisation en parallèle d'un système de notes FME puis D chez des paridés au moins, dont la syntaxe va compter davantage que le contenu de la note, ce qui permet probablement une généralisation plus facile. C'est pour ça que nos mésanges qu'on a testés chez nous répondent aussi facilement aux oiseaux américains, alors qu'elles ne l'ont jamais entendu. C'est que par généralisation, la construction des signaux est la même et elles sont capables de répondre. Je vous remercie.